Alors, le but, pour moi, ça va être d'essayer de retrouver ta carte avec une seule main. D'accord? On va essayer de faire ça comme ça. 1, 2, 3. Et même si c'est pas ta carte, c'est joli. Arrête, si c'est ma carte, ça va être flippant. 10 de pique. C'est pas ma carte. Où il est? On va la refaire. Ok, bonsoir tout le monde. Alors, nous voilà dans un nouvel épisode. Je suis accompagné de la Chips et aussi et surtout de Hicham qui nous a fait l'honneur de venir nous rejoindre Bonsoir. pour faire un podcast sur la magie. Exactement. Bonsoir et merci Jawad de Merci à m'accueillir. merci à toi. Ça C'est me fait vraiment. plaisir. On a essayé de faire ce podcast il y a quelques temps, mais on a réussi finalement à le faire. Et honnêtement, je suis super content parce que j'ai plein de sujets qui tournent autour de la magie, qui m'intéressent. Voilà. Et bien sûr, on va avoir des petites démos qui vont nous bluffer. Évidemment. évidemment. Mais en tout cas, Alors, franchement, ça me fait plaisir parce qu'on ne se connaît pas. tout à fait, la on se base. connaît pas, tout à fait. Et ça fait un petit moment qu'on discute et je suis content. Ne serait-ce que le fait de te rencontrer, c'est Honnêtement, cool, ça me fait, je suis c'est tout un à grand fait plaisir. d'accord. Moi, ces podcasts ont eu au moins cet avantage, c'est vraiment de me faire, de rencontrer plein de gens super intéressants. Et je suis super content de t'avoir connu et je suis sûr tu vas pas disparaître. Schling. Petite blague magie. Pling. Ah, ça, c'est clair. On va rester On va rester en on contact. va rester entre nous. Alors, très brièvement, avant de venir, je t'ai dit, ça serait bien que tu ramènes un jeu de cartes. Sauf si tu veux que j'utilise mes cartes normales. C'est ça. Parce que je sais que les magiciens utilisent des cartes. Est-ce que c'est la norme d'utiliser des cartes un peu trafiquées ou c'est la norme plutôt d'utiliser un deck normal? Il y a les deux. On va dire il y a les deux. Il y a deux écoles. D'accord. Il y a des gens un peu comme moi. Moi, je viens d'une école de puristes. Pardon. Une école de puristes pour qui le fait d'apprendre la magie via la technique, de se mettre dedans, d'être capable de faire des tours sympas avec un jeu normal, Ouais. etc., c'est hyper important. Mhm. Et donc, tu as tout un tas de personnes qui utilisent un jeu de cartes et quasiment rien d'autre qu'un jeu de cartes normal. Normal, ok. De bonne qualité, Ouais. mais normal. C'est pour ça Pourquoi que de tu vois, bonne qualité? Parce que c'est vrai que tu m'as dit, attends, je vais voir s'il est de bonne qualité. Parce que la manipulation, tu as besoin d'avoir la des cartes vraiment manipulation, rigides, j'ai etc. besoin d'une certaine rigidité, pas Ouais. trop peu, etc. Et D'accord. il y a aussi le fait que moi, ça fait 15 ans que je fais de la magie. Ça D'accord. fait 15 ans que je manipule des cartes. Je suis dans mon petit confort quand j'ai D'accord. mes cartes, j'ai le grain du Ah papier ouais, ok. que mes doigts sont habitués à ce grain-là, etc. Bah, après, bien sûr, je m'adapte à tous les jeux. Hmm. Mais tu as ce côté-là où tu es dans ta zone de confort quand tu as tes cartes. Après, tu as aussi des gens qui font des choses avec des cartes trafiquées, des cartes truquées. Et c'est cool aussi, moi, tu vois, où j'ai été quelqu'un qui était contre ça, qui était parti en croisade contre ce genre D'accord. de trucs, etc. D'accord. Et finalement, je suis revenu un peu dessus. Je me dis, en réalité, ce qui compte, c'est l'effet que tu fais sur Bien sur sûr, les gens. bien sûr. C'est le showmanship. C'est Exactement. pas. Ouais. Le comment tu le fais est peu important. Mais je suis quand même content d'être parti de cette base-là, qui me donne une base technique solide. Et après, on peut partir sur des choses trafiquées. D'ailleurs, moi, le jeu que j'ai ramené Oui. est un jeu normal. Il y Mais a tu pas m'as de- dit trafiqué en off. Non, Là, je là. rigole, je rigole. Tu m'as dit, non, on va dire normal, mais il est trafiqué à fond la caisse. mais tu sais qu'il y a un truc, c'est que les gens ont toujours ont toujours cette idée que le magicien utilise un jeu de cartes trafiqué. Ce qui fait que moi, quand je fais des soirées, je demande systématiquement au groupe à qui je fais de la magie, est-ce que vous avez un jeu de cartes? C'est arrivé une fois qu'il y en ait qui me disent oui, on a un jeu de cartes, vas-y. Et là, tu les éclates avec leur jeu. Pour eux, Ça, c'est c'est vrai que c'est incroyable. imbattable. Oui. Mais évidemment, je m'attends absolument pas à ce qu'on me dise oui, j'ai un jeu sur moi. Évidemment, je viens là pour mon cocktail d'entreprise avec un jeu de cartes, de la borrami. Ouais. Donc- Mais alors, explique-nous un petit peu déjà les différentes catégories de magie. Parce que toi, tu fais le close-up, c'est ça? Exactement. Moi, ma spécialité, c'est le close-up. Alors, le close-up, c'est quoi? C'est de la magie à quelques centimètres des yeux du spectateur. Donc, ça utilise beaucoup de choses. La majorité des gens qui font du close-up viennent de la carte. Alors, moi, je fais de la magie avec pas mal d'objets, cartes, pièces, des objets empruntés. Enfin, ça dépend. Je fais des choses assez variées. Mais toujours, mon grand truc, c'est de le faire à quelques centimètres des yeux des spectateurs. Je me suis mis à faire de la magie, ce qu'on appelle la magie de salon. Donc, c'est de la magie, on va dire, où tu te poses, où tu peux faire des tours, ce qu'on appelle verticaux, que tout le monde peut apprécier en même temps, pour des audiences de 40 à 100 personnes environ. Donc tu sélectionnes des tours qui
qui sont visibles par tous, parce qu'en général, quand tu fais des cartes, si tu as 100 personnes, le Ouais, mec celui qui est au fond, il voit rien. pas. Donc c'est dommage. Et donc on sélectionne des tours qui sont faits pour ça. Ça reste très proche de la magie de close-up parce que c'est des techniques qui sont proches. C'est des tailles de props qui sont aussi proches. Et donc on arrive à faire des choses assez cool avec ça. Après, il y a la magie de scène. Donc, pareil, tu vas choisir des choses un peu plus grandes, plus visibles pour essayer de faire de la magie. Il y a des salles de 500 personnes, des choses comme ça. Moi, quand je suis amené à faire de la magie personnellement à des grandes audiences, c'est là où je me transfère sur des expériences de mentalisme. Parce que le mentalisme n'est pas quelque chose de visuel. Et donc, ça peut parler à 300, 500 personnes. Donc, entre 60 et 500 personnes, je trouve que c'est hyper cool. On fera un petit truc de mentalisme. Ouais, honnêtement, j'ai hâte. On n'est pas 500 personnes, mais je pense qu'on va avoir 500 vues. Et est-ce qu'on peut faire du close-up? Ou est-ce que les techniques du close-up ne marchent que parce que je suis super proche et que je vois pas quelque chose derrière, etc. Est-ce qu'on peut faire du close-up dans un salon ou pour 40 personnes, etc. On peut, moi j'en fais, mais la seule limite étant la visibilité de ce que tu vas faire. D'accord, c'est seulement ça. Les techniques sont les mêmes, c'est pas... Alors après, on arrive à des techniques, des techniques de théâtre, des techniques de blocking, etc. où effectivement, tu peux arriver à des moments où tu vas faire des choses de manière cachée. Et ce que je vais faire, selon que je suis à 2 cm de toi et où je peux utiliser ton dos comme couverture, et selon ce que je suis sur une scène où je peux utiliser peut-être autre chose comme couverture, je vais adapter ce que je vais faire à mon environnement. Mais en réalité, à part le fait que tu adaptes, de toute manière, en faisant du close-up, tu adaptes. Parce que tu vois du coin de l'œil que le mec qui est là-bas, il te regarde et il est dans un angle qui fait que pour ce que tu avais prévu, c'est pas. Il va voir le truc, etc. Donc tu switches sur un autre truc et donc en tant que close-up man, on est obligé de s'adapter. Ou là, tu es en train de faire une table dans un truc où il y a un repas. Tu es en plein milieu d'un tour, tu as le serveur qui arrive avec une assiette, faut terminer vite avant que les gens commencent à bouffer. Le plat soit servi, Et donc, cette adaptation, elle fait partie intégrante de ce que je fais. Et donc forcément, quand je transitionne des tours, parce que je fais effectivement des tours sur scène, en salon, qui viennent de mon set de close-up, et à ce moment-là, c'est, comme je le disais, de l'adaptation de ce que je sais faire à mon environnement. Tes débuts, est-ce qu'il y a, par exemple, on a parlé musique un peu en off, tous les deux, etc. Elles sont piquantes, ces chips. Tu vois, parfois, elles picotent un petit peu. Elles picotent. Est-ce qu'il y a des techniques de base, ensuite des techniques plus avancées, ensuite des techniques très avancées, ou est-ce que chacun a ses facilités, chacun a ses... En fait, quand tu prends la magie sérieusement, c'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est-à-dire que, et c'est comme la musique, tu apprends quelques notes, ensuite tu apprends quelques accords, ensuite tu vas commencer à les mettre ensemble pour faire des morceaux, tu t'éclates pendant longtemps à faire des morceaux avec des techniques basiques, ensuite tu vas essayer d'élaborer d'autres techniques, etc. Et ensuite, tu vas commencer à acheter un ampli un peu pointu, des pédales un peu pointues, des trucs. Ça, c'est en musique. En magie, c'est pareil. Tu vas construire ton arsenal technique et par la suite, tu vas commencer à être picky sur une marque de cartes où là, tu vas peut-être acheter un petit matériel qui va t'aider à faire un truc qui est encore un peu plus fou. Mais en tout cas, tu restes avec des techniques de base, des techniques complexes. Et moi, techniquement, j'apprends tous les jours. D'accord. Je reste un éternel étudiant de l'art magique. Et c'est un peu comme tout. Plus tu avances dans un domaine, plus tu te rends compte de tout ce qui te reste à apprendre et de tout ce que tu ne connais pas dans ce domaine. Et tu te rends compte que tu n'as pas assez d'une vie pour tout apprendre. Ne serait-ce que en cartes. Moi, j'aurais pas assez d'une vie pour tout apprendre. Alors, ne parlons même pas des pièces du mentalisme, de la magie verticale, de la scène, des grandes illusions, etc., etc. Donc, en fait, il y a un monde devant toi qui est énorme. Et c'est ça qui rend le domaine vraiment passionnant. Parce qu'en fait, en plusieurs années, tu peux te noter par rapport peut-être à certains objets. Tu peux du coup être amené à vouloir explorer d'autres choses. Et c'est tout à fait possible d'explorer plusieurs choses. Et il y a un des éléments que moi, aujourd'hui, j'utilise pour continuer à explorer, c'est qu'aujourd'hui, moi, je donne des cours aussi de magie. D'accord, ok. On a ouvert une petite école pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'élèves, mais ça commence. Et donc, c'est bien sûr du présentiel. Maintenant, c'est un mot à la mode. Est-ce que c'est du présentiel? C'est du présentiel, ouais. Moi, en fait, on est deux amis
Donc moi j'habite à Sralat, donc je donne des cours à Mohammedia en l'occurrence, et j'essaye de donner des cours à Rabat, mais il faut que j'arrive à libérer du temps pour faire une com suffisante pour ça. Et mon pote qui est sur Casa, qui donne des cours sur Casa, on a appelé ça l'Académie marocaine des arts magiques, et on est appuyé par un magicien de renom, enfin dans le milieu qui est très connu en France, qui habite à Lyon, qui s'appelle Yves Doumergue. Tu vois Eric Antoine, le grand magicien. Oui, bien sûr, qui fait de l'humour et qui rallie l'humour et la magie. Ouais. Ben, Yves, c'est le mec qui écrit les tours pour Eric Antoine. Ah, super, entre autres. Super. Il a travaillé pour David Blaine, il a travaillé pour ouais, carrément, d'accord. Donc ce mec-là est très très pointu dans énormément de domaines, et c'est notre guide pédagogique pour l'école de magie. Super. Et le fait d'ouvrir cette école de magie, moi, ça m'oblige à m'ouvrir à certaines perspectives à certains horizons que je ne connaissais pas. Par exemple, j'ai acheté des bouquins sur la grande illusion parce que personnellement, dans ma pratique, je ne fais pas de grande illusion. Mais je me suis senti obligé de me dire, bon, faut avoir une vision à 360. Tout à fait. Sans être expert de chaque domaine, au moins avoir une vision à 360. Ça, c'est cool. Et donc, c'est une bonne manière d'aborder certains nouveaux concepts aussi. C'est cool, ça. Donc, on va mettre les coordonnées de ton école. Certainement, beaucoup de gens vont être intéressés, ça, c'est sûr. Mais, et donc, comment ça se passe? Donc, par exemple, est-ce que tous les âges, ou est-ce que tous les âges sont acceptés, j'imagine? À partir de 8 ans. Bien sûr, forcément. C'est ça. En fait, comme on disait, il y a des techniques de base, et donc il y a un besoin de motricité qui est là. Bien sûr. Donc les enfants en dessous de 8 ans, on évite. Enfin, on évite, au-delà, on évite. Peut-être en dessous de 7 ans, on refuse. De 7, 8, ça va dépendre de la dextérité du gamin, etc., ou de la gamine. C'est ça. Et après, c'est tous les âges. Moi, j'ai donné cours à des enfants de 7 ans, des ados de 10-14 ans. J'ai des adultes aussi qui ont entre 30 et 50 ans. Et voilà. Et donc, tous les âges peuvent apprendre. Effectivement, les enfants sont beaucoup plus réceptifs et apprennent beaucoup plus vite qu'un adulte. Mais le top, c'est les ados. Les ados, c'est des éponges. Ils ont le côté éponge des enfants. Ils ont la dextérité et la curiosité. Ils ont un peu de tout. Ils ont la dextérité, ils ont la curiosité. Ils ont une certaine intelligence qui leur permet de comprendre certains concepts beaucoup plus rapidement qu'un enfant de 7 ans, forcément. Et en même temps, ils ont le temps. Parce qu'un adulte, le problème aussi, c'est qu'il n'a pas le temps. Avec tout ce qu'on a comme contrainte dans la vie de tous les jours, c'est ce qui, je pense, freine beaucoup d'adultes à pouvoir vraiment se exceller dans ce domaine. Mais ouais, un adolescent, il arrive. Moi, j'ai vu des ados faire des trucs du premier coup, où moi, ça m'a mis 3 semaines avant moi de le maîtriser, tu vois. Mais est-ce que c'est un programme, ou est-ce qu'on vient par séance, où on peut apprendre, par exemple, on vient quand on peut, et comment ça se passe? Est-ce que c'est un cursus où on va suivre, par exemple, une formation de 3 semaines, d'1 mois, ou de 2 mois, ou de 3 mois? C'est un programme sur l'année. D'accord. C'est carrément un programme sur l'année. Donc c'est une école. Donc tu suis le programme. C'est ça. À la fin de l'année, le but, c'est de faire un spectacle. Ah, super. Donc là, Mohammedia, on le fait le 21 juin, je crois. On va mettre les coordonnées. Et si c'est un spectacle ouvert au public, c'est-à-dire on paye le ticket, on peut rentrer? La salle est très petite, donc faut que ça... Tu veux des gens ou tu veux pas des gens, là? C'est ça, c'est la vraie question. D'abord, je suis en train de discuter parce qu'on est hébergé, en fait, par... l'Association des Français de Mohammedia. Et donc, vu la salle, je pense que ça va être uniquement les parents. Ça va être plein, ok. Écoute, si jamais il y a un changement, ou s'il y a un événement pour accueillir plus de gens... Je vais organiser un spectacle de moi-même et à Rabat, et on va faire un... Et honnêtement, ça serait une superbe opportunité pour l'Herbati de découvrir ça, parce que je sais que... alors, j'ai une fille qui est encore jeune. Elle est encore jeune. Elle va fêter 1 an dans quelques semaines. Donc, je pense que le tour de magie, c'est pour Bibi. Non, mais je sais que beaucoup de gens à Rabat, notamment, cherchent des activités sympas pour leurs gosses, etc. C'est-à-dire, à part les jeux vidéo et Internet, etc., ça serait sympa qu'ils apprennent à faire un truc cool. Donc, en plus, la magie, pour le coup, c'est très complet comme art. Parce que tu as le côté dextérité. Tu as le côté prise de parole en public, donc, qui est aussi... on va dire, tu prends du théâtre, ce côté un peu prise de parole, tu prends à des arts un peu plus mécaniques comme la musique, ce côté dextérité, tu prends alors quand on commence à faire de la magie verticale, tu prends certaines choses de la danse, parce que tu as limite des choses chorégraphiées. Donc en fait, tu as moyen, et en même temps, tout n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un d'introverti, tu peux quand même développer un art particulier. Exactement, tu peux adapter ta magie à ta personnalité. Donc c'est génial. C'est vraiment cool. C'est vraiment super cool. Et pour un enfant, je pense que c'est
là, le fait d'en parler, ça m'a redonné envie de reprendre la communication. Écoute, j'ai presque envie de dire c'est magique. C'est magique, exactement. Exactement. Mais super. Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les différentes catégories de magie? Est-ce que, par exemple, ceux qui font de la magie de proximité sont mieux perçus c'est plus prestigieux que de faire de la magie, des grandes illusions, faire disparaître Copperfield qui a fait disparaître la Tour Eiffel, quelque chose comme ça? Est-ce que ça, c'est devenu le grand patron parce qu'il a réussi une illusion de ouf? Ou est-ce qu'il y a des catégories? Alors, c'est très simple. Copperfield, c'est le boss. C'est le big boss. Il n'y a aucun problème là-dessus. Pourquoi c'est le boss? Pourquoi c'est le boss? Parce qu'il est bon dans tous les domaines. D'accord. C'est-à-dire que Copperfield, il fait disparaître la Statue de la Liberté, il est bon. Il fait un truc sur scène, il est bon. Il a un bon storytelling. Il te fait des trucs en cartes que beaucoup de magiciens qui ne font que des cartes ne pourraient pas faire. Ouais. Mais en fait, Copperfield, il a une équipe derrière lui de quasiment des meilleurs magiciens que le monde connaît, des meilleurs créatifs que le monde porte pour développer des nouvelles choses, et qui sont des créatifs en fait pour lui. Il y a une équipe de créatifs qui sont, par exemple, son directeur artistique, c'est un mec qui s'appelle Chris Kenner. Dans le monde des magiciens, c'est un tueur en close-up. C'est un vrai tueur en close-up. Et donc, dans le monde, on va dire, pour le grand public, je pense pas qu'il y ait de hiérarchie. Je pense qu'il y a des styles et chacun se préfère peut-être. Une personne A va préférer la grande illusion au close-up, une personne B va préférer le close-up. Enfin bref, je pense que tous les goûts sont dans la nature. Dans le monde des magiciens, tu as quand même ce côté. Le close-up, c'est la base importante. C'est-à-dire être capable de faire du close-up correctement, ça prouve que tu es quelqu'un qui a investi du temps dans ton art. Et parce que techniquement, il y a besoin d'avoir une certaine maîtrise avant de pouvoir passer à d'autres choses. Ok. Donc il y a un certain respect que tu acquiers en faisant du bon close-up. C'est ça, ouais. Donc dans la hiérarchie, on va dire un bon close-up man, il y aura toujours ce côté waouh. Même un Copperfield qui va croiser un super close-up man, il va avoir. Alors qu'un Copperfield, j'imagine, tu vois, je suis pas au niveau de Copperfield, mais j'imagine qu'un Copperfield qui va voir un autre gars sur scène, il va se dire ah sympa la mise en scène, là. Mais c'est d'autres skills qui sont où tu pourrais te poser la question, est-ce que c'est le magicien lui-même qui les a acquis ou est-ce que c'est une direction artistique, etc. Donc c'est des skills aussi de savoir s'entourer par des personnes qui vont t'accompagner sur d'autres éléments de cet art-là. Il y a il y a un show aux États-Unis dont j'ai oublié le nom forcément. Tu sais, les deux magiciens qui sont assez connus, Penn and Teller. Penn and Teller, thank you. Et donc ils essayent de trouver la manière dont le tour a été effectué. C'est ça. Donc en fait, le concept de cette émission, donc Full House, Penn and Teller. Ouais, exactement, thank you. C'est que donc des magiciens du monde entier viennent, proposent un tour, et Penn and Teller doivent essayer de deviner le tour. Alors souvent, ils discutent en code avec le magicien. Exactement. Dire, on pense que tu l'as fait comme ça. Et à la fin, le magicien doit dire oui ou non, vous avez raison ou vous avez tort. Et le but affiché du jeu, c'est qu'eux trouvent donc la manière dont est fait le tour. Le but non affiché du jeu, c'est le spectacle. C'est de montrer de la belle magie. Tout à fait. Et même dans leur manière de décrypter les tours, ça fait partie du décorum parce que voilà, mais le côté parler en code, parler à ça fait que ça garde son charme. Et sachant que les gens ne peuvent pas tricher, parce qu'ils ont en coulisses un consultant, pareil, qui est une sommité dans le monde des magiciens, qui s'appelle Michael Close, à qui, quand tu veux faire Full House, tu dois lui dire, voilà comment mon tour fonctionne. Ah, tu révèles, tu montres tes mains, quoi. Tu dois dire, voilà comment mon tour fonctionne. Alors, tu le dis pas à Penn and Teller. Bien sûr. Et après, quand les mecs trouvent, Michael Close, parce que des fois, tu as des litiges. Ils disent un truc, et l'autre dit, je sais pas si c'est vraiment suffisant pour dire que vous avez trouvé. Et là, ils interviennent, ils disent, ok, le gars... C'est l'arbitre, quoi. L'arbitre, il vient, il leur dit, ouais, bah là, c'est eux qui ont gagné, ou là, c'est eux qui ont gagné. Mais au final, ce côté, have you fooled me, il est devenu vraiment secondaire. La première saison, c'était le cœur du truc. Maintenant, je crois qu'on est à la 9e ou 10e saison. C'est devenu vraiment secondaire et les gens sont là pour le faire. Et d'ailleurs, le show. Yves part en août à Las Vegas pour tourner un épisode. Ça serait super, ça, c'est vraiment cool. Ouais. Et
Est-ce que toi, tu arrives à trouver, en général, quand tu vois d'autres magiciens, des collègues, que ce soit au Maroc, à la télé, peu importe, est-ce qu'il y a des techniques très connues dans le monde de la magie, des magiciens, ou est-ce que... Oui. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que moi, je sais comment les Ouais. gens... Ouais. 99% des fois, je sais comment c'est fait. D'accord. Et je l'apprécie aussi parce que je sais comment c'est Ouais. fait. C'est-à-dire, moi, dans Full House, y a souvent, c'est plutôt limpide, tu vois, Ouais. parce qu'on utilise des techniques. Et ce que tu apprécies en tant que de l'intérieur, entre guillemets, c'est ce côté créativité. Ah, Mise en scène. il a utilisé cette technique comme ça, j'y aurais jamais pensé. Oh là, il le fait. Ah, moi d'habitude, j'ai vu ça avec. Une fois, j'avais vu ça, un tour hyper connu avec des cartes. Ouais. Le mec, il l'a fait avec des morceaux de fromage. Ah, tiens, donc les Ouais, fromages, fromage club en sandwich. tranche, ouais. Et ben, il a fait ça avec des morceaux de fromage. Et tu C'est fais, cool, ça. mais c'est génial C'est super d'avoir pensé créatif, à le faire comme ça. Ouais. Et en fait, c'est ça que tu apprécies. C'est comment est-ce que tu vas t'exprimer, exprimer ta personnalité à partir de ces techniques que nous connaissons tous. Et puis de temps en temps, tu as un fou furieux qui arrive avec une technique que personne ne connaît. Tu es là, tu regardes, tu dis, j'en ai aucune idée. Et c'est génial. Est-ce que c'est des techniques ou est-ce que, par exemple, le truc super classique, voire voilà, basique, mais super classique plutôt, c'est la boîte où on va couper la femme en deux, etc. Mais en fait, il y a une fausse boîte à l'intérieur, il y en a une qui est super fine et qui se replie, etc. Et on commence à, elle bouge quand même ses pieds, mais c'est pas les siens, elle est de l'autre côté. Ça, c'est fait en amont. Est-ce que tu appelles ça une technique ou tu appelles ça a trick, c'est-à-dire c'est juste... C'est ce qu'on a, c'est ce que j'appellerais un prop. Voilà, c'est un prop. C'est un prop, mais il faut savoir l'utiliser, il faut être à l'aise avec. Et du moment que c'est... Alors, moi, je n'aime pas trop la magie des boîtes à cause de ça. Ouais. Parce que j'estime que dans l'imaginaire populaire, aujourd'hui, on a compris que quand tu vois une boîte, tu sais peut-être pas comment ça marche, mais tu sais que c'est la boîte qui fait le truc. Tout à fait. Malheureusement. Ouais. Et après, tu as des gens, notamment Penn & Teller, qui arrivent à contourner le truc. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils ont fait justement pour la femme coupée en deux, qui est un tour, donc comme tu le dis, classique, ce qu'ils ont fait, ils ont fait une présentation qui est incroyable. C'est ils font la femme coupée en deux, ils l'expliquent. Donc ils montrent que dans la table, il y a un double fond où il y a les fesses de la femme qui passent et donc ils arrivent à écarter les boîtes d'un. Et finalement, la lame, elle vient et elle coupe quand même au travers du corps de la nana. Ce que tu crois savoir, en fait, c'est encore plus vicieux que ça. Ils l'ont détourné, c'est-à-dire ils te disent, OK, viens avec nous dans le secret. Et finalement, bam, et je trouve que ça, c'est fait de manière intelligente. Ça amène un twist autour. Et c'est comme ça que doit se réinventer la magie. Justement. Donc, on parlait de Masked Magician. On parlait de Masked Magician. Et le mec, il commence à révéler les tours de magie. Exactement. Est-ce que c'est... toléré, c'est pas toléré? Comment ça se passe? Sur le coup, ça a été extrêmement mal perçu. Yes. C'était une énorme bombe. Donc, il faut rester à l'esprit que à l'époque, YouTube... Un tout petit peu, s'il te plaît. Pardon. YouTube n'existait pas. Oui. Donc, on était dans un monde où le secret était bien gardé. Était vraiment bien gardé. Il était... voilà, tout ce qui était autour du secret a vraiment évolué depuis. Mais Masked Magician est venu, il a mis vraiment un coup de pied dans la fourmilière. Et au final, ça a été très mal perçu par les magiciens. Le magicien qui a lancé le concept est jusqu'à ce jour très mal perçu par la communauté des magiciens. Mais ça a obligé les magiciens à se réinventer, à réinventer certaines choses, à refaire de la magie un peu différemment parce que leur technique était finalement connue du grand public. Et donc ça leur a permis de se réinventer et donc ça a donné de la créativité. Donc de ce point de vue-là, on a réussi à trouver des choses positives là-dessus. Aujourd'hui, avec YouTube, tu veux apprendre à faire un tour de magie, tu as des chaînes YouTube Il y en a plein qui t'expliquent comment faire. Ce que personnellement, je trouve... J'avais une position négative par rapport à ça jusqu'à il y a pas très longtemps. Je commence à avoir une position qui évolue. En fait, j'aime pas le côté explication pour explication. J'aime bien le côté, OK, tu es quelqu'un qui veut apprendre à faire un tour, bah viens, je t'apprends à faire un tour et tu vas voir, c'est cool et si tu as juste du temps à investir avec moi, ben, on est parti. En revanche, le petit côté, je te prends le spectacle d'un magicien et je te le démolis, et je te le dissèque minute par minute, move par move, prop par prop. Ça, j'ai encore beaucoup de mal parce que c'est des magiciens qui ont travaillé pour créer un univers et donc c'est pour dépasser la technique en fait. Tout à fait. Et en fait, c'est dommage de se dire OK, le gars est venu et il a juste révélé comment le mec a fait parce que... Mais est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il y a une thin line entre
révéler. Par exemple, toi, comment tu apprends un tour de magie? Tu m'as dit que tu as plein de livres sur la magie. Ben, ce qu'ils font, ces livres, c'est qu'ils t'apprennent behind the scene. Absolument. Donc, quelque part. C'est pour ça que je te dis, si tu as quelqu'un qui est prêt à investir du temps, pour moi, c'est OK. Ouais. Parce que on a juste besoin que tu investisses de l'énergie, que tu aies envie d'apprendre. Ouais. Ce qu'on évite, ce qu'on essaie d'éviter quand on apprend de la magie à quelqu'un, c'est d'apprendre un tour ou là, une technique à quelqu'un juste pour qu'il comprenne le truc. Ouais, ok. Parce que comprendre le truc n'apporte rien, en fait. Donc, c'est dans un sens éducatif. Pas, regarde celui-là, et donc, celui-là, en fait, c'était un double fond. Ah, celui-là, il a fait les cartes, en fait, il a jamais mis la carte dans le deck, il a juste gardé dans sa main, etc. Je connais des petits tours, hein, je t'impressionne. Il va falloir... je vais prendre mon jeu, du coup. Et justement, est-ce que des gens... Parce que le but, moi, quand je regarde un tour de magie, et je pense que c'est le but de tout le monde, c'est d'essayer de trouver la faille, comment il a fait. Est-ce que ça t'est arrivé dans un spectacle où des gens te disent « Ah ouais, ça, il l'a fait comme ça ». Alors, en close-up, je suis dans une magie, enfin dans une manière de présenter ma magie qui est très conversationnelle, etc. Et donc forcément, tu as des gens qui sont câblés pour essayer de trouver. Ça m'arrive de moins en moins parce que je pense que c'est assez clair quand j'arrive vers un groupe de gens qu'on est là pour passer un bon moment. Ouais. Et pour moi, le truc, le trick, il est secondaire. C'est pas quelque chose d'important. Voilà, enjoy the show. Just relax, enjoy the show. Moi, je vais t'emmener dans des univers, etc. Profites-en. Et on va passer un bon moment. Et voilà. Après, ça m'est arrivé de faire des événements, genre dans des conventions d'ingénieurs, de chercheurs, etc. Ah, là, ils sont au taquet. taquet. Ils sont câblés pour faire du problem solving, tu vois. Donc, eux, ils arrivent, tu leur montres ça. Pour eux, c'est un problème, il faut le résoudre. Mais en fait, à ce moment-là, moi, dans ce cas, en réalité, ce qui m'intéresse, je vais donner une analogie. Tu vois, quand tu es chez toi, dans le noir. C'est le cas. Dans le noir, non. Que tu montes les escaliers. Ouais. Et que tu as tu te souviens mal du nombre de marches que tu as, et tu as dit que la marche que tu anticipes et qui n'est pas là, et tu tombes. Ok, yes. À ce moment-là, ta réalité, elle est un peu déformée, juste pendant ce laps de temps. Et au final, tu sais que tu as juste raté une marche, et la marche n'a pas disparu. Bien sûr. Ben moi, c'est ce moment qui m'intéresse. C'est-à-dire, ok, j'ai réussi à distordre ta réalité pendant 2 minutes, 3 minutes. Si après, tu as envie d'élaborer un raisonnement pour savoir comment j'ai fait, fair enough. Yeah. Pourquoi pas? Ça me dérange pas. Ouais. Ça me dérange pas. Du moment mais que je t'ai fait douter pendant une seconde et c'est ça la magie. Exactement. Ah, je trouve ça magique je trouve ça vraiment sympa comme analogie parce que c'est vrai que au fond, on sait tous que on y reviendra que voilà, c'est un tour de magie, c'est un show, il y a un truc forcément. Exactement. La carte n'a pas vraiment disparu, mais tu as douté pendant une seconde et ça t'a donné un petit vertige. C'est le plan. C'est ça le plan. Yeah. Et en fait, je me rappelle à la soirée où j'avais fait le truc des ingénieurs. Les mecs, j'avais fait... ma stratégie, c'était de passer 2 fois à chaque table. Et donc, première fois, je passe, les mecs étaient sur le cul. On peut le dire, sur le cul. Hein. Et puis, je repasse. Et tu sais quoi, on a discuté, on a réfléchi à ton truc, et on pense que tu as fait comme ça, etc. Et en fait, là, tu fais... les gars, franchement, j'avais même pas envie de partir avec la mauvaise foi. Franchement, vous êtes hyper intelligents, c'est cool, c'est top. Bravo, content que vous ayez réfléchi, que ça vous ait donné l'occasion aussi d'échanger. Bien sûr, c'est intriguant, etc. Tant mieux. Ça. Et bravo. Et tu vois, la nuit, tu as envie de leur dire bravo. Ouais, c'est ça. Même si parfois, ça peut m'arriver d'être de mauvaise foi. Mais tu leur dis non, c'est pas ça, elle a vraiment disparu. Mais elle est loin. Elle est loin. Alors, est-ce que ça t'arrive de rater un tour et comment tu rebondis? Ou est-ce que les gens s'en rendent compte forcément ou pas vraiment? Comment ça se passe quand tu rates un tour? Alors, rater un tour, alors déjà, faut voir dans quelles conditions. C'est-à-dire que moi, je fais de la magie socialement quand je sors avec les copains, etc. Ouais. Donc là, j'essaye de prendre des choses que je travaille sur le moment, tu vois. Donc, rater... Et je suis sur un risque de 40% de raté. Parce que c'est pas des trucs que je maîtrise. Donc, tu vois, tu prends des risques, etc. Mais en spectacle... En spectacle, je fais des trucs surefire. C'est-à-dire, c'est du béton armé. C'est du béton armé. Ceci dit, moi, j'ai des plans B, des plans C pour quasiment tout ce que je fais. C'est-à-dire que, ok, moi, j'ai raté. Je sais que j'ai raté. Mais pour la personne qui me regarde... Tu sais pas où je t'emmène. Et donc, à partir de là, il y a des gens, moi, j'ai raté des trucs, ça s'est un peu vu que j'ai raté. Fait, ah non, il a fait exprès de rater pour nous emmener dans le truc. Là, exactement. J'ai fait exprès. Mais effectivement, et c'est aussi ce qui fait la différence. Tu vois, moi, j'estime que je suis un bon pro, même si je suis un semi-pro, je reste un bon pro. Parce que, voilà, mon truc, c'est du béton armé, j'ai mes plans B, j'ai mes plans C.
S'il se passe un truc, je sais comment réagir. Je commence pas à transpirer au moindre truc qui se passe pas comme prévu. J'ai vécu beaucoup de situations où ça a capoté. Où ça a mais au final, tu arrives 99 fois sur 100 à retomber sur tes pattes sans problème. C'est ça. Et la fois sur 100 où tu rates et c'est une dead end, ça peut arriver. Ça arrive très peu. Et à ce moment-là, c'est là où je me dis, bon voilà, je suis quelqu'un de gentil, de sympa, de souriant. Ça va quand même bien passer, on va passer sur autre chose. Je ne les laisse pas sur un échec, je les laisse sur un truc quand même cool. Et puis, faut reconnaître des fois qu'on n'est pas infaillible, mais c'est l'exception, ça. Je suis d'accord, parce que c'est vrai que moi, je ne sais pas si c'est la norme, mais en tout cas, beaucoup de gens cherchent à trouver... moi, quand je vois un truc, un spectacle, j'essaie de trouver comment il a fait. Mais bien entendu, comme tu l'as si bien dit, c'est le fait qu'il te fasse douter, tu te dis ah ouais putain, ça c'est balèze. Il y a une astuce, mais c'est balèze. C'est-à-dire tu sais qu'il y a une astuce, mais c'est balèze quand même. Moi j'adore quand les gens, j'adore. C'est bon, mais j'apprécie quand les gens me disent c'était tellement bien fait que j'ai même pas envie de chercher comment c'est. Tout à fait. Ça c'est mignon, ça me fait plaisir. C'est une bonne récompense, c'est vrai. Il y a des rumeurs qui disent que quand tu fais un tour de magie, je sais que la rumeur ne vient pas de très loin, si tu vois ce que je veux dire. Quand tu fais des tours de magie avec les lapins, c'est connu ça aussi, les lapins, ou les colombes. Apparemment, on les tue vraiment. Alors... Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est que des légendes ? Dans l'histoire de la magie, je pense que c'est vrai qu'on les tuait carrément. C'est-à-dire la colombe, elle l'écrasait, elle disparaissait parce qu'elle était écrasée dans un double fond. Voilà, je pense qu'il y avait un moment où ça a été beaucoup le cas. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas éthique. Alors, c'est pas éthique. Et puis, la majorité des magiciens, faire de la magie avec des animaux, c'est contraignant. Tu l'as déjà fait ? Moi, le seul animal que j'ai essayé d'intégrer dans mon show, c'était un poisson rouge. Donc, ça va. Il est discret, il dit pas grand-chose. Voilà, c'est ça. Et il a fini par mourir, mais pas à cause de toi. Pas pendant un tour. Mais non, moi, en tout cas, tous les magiciens que je connais qui font de la magie animalière adorent leurs animaux. Tu touches à leur animal, tu leur fais du mal. C'est un compagnon, c'est pas un propre. Exactement. Pour eux, c'est impensable de faire du mal à leurs animaux. Donc, il y a aussi ce côté devoir renouveler certaines techniques pour éviter de faire du mal à l'animal, etc. Et donc, franchement, en tout cas, tous les magiciens que je connais qui font de la magie animalière sont amoureux de leurs animaux et n'y toucheraient pour rien au monde. Maintenant, dire que ça n'existe pas, je pense que malheureusement ça existe. Ça doit exister, oui, mais c'est pas quelque chose de commun, c'est pas quelque chose qui arrive tout le temps. En général, c'est pas quelque chose qui arrive tout le temps. Et puis après, t'as animaux et animaux, c'est-à-dire que je pense que le lapin et la colombe sont des bons animaux de compagnie. T'as des mecs qui font apparaître des poules. Je pense que ça fait spectacle et après ça peut faire repas, quoi. D'accord, donc la poule elle passe à la trappe. Ce vis-à-vis de quoi je suis pas d'accord, tu vois. Oui, tout à fait. Mais je pense malheureusement que ça existe. Le show must go on, mon ami. Exactement. Le show must go on. La poule, si elle va y passer, elle va y passer. Si c'est moi ou la poule, ça va être la poule. Désolé, cocotte. Le rôle de l'assistante, souvent dans les shows un petit peu spectaculaires, c'est quoi le rôle de Alors, ma théorie, elle est là pour nous distraire. Elle met des paillettes, elle est super jolie, elle fait des grands mouvements. Est-ce qu'elle est là pour nous distraire ? Évidemment qu'elle est là pour nous distraire. D'accord, parce qu'il n'a pas vraiment besoin d'une assistante. Alors des fois, l'assistante est un prop, parce que c'est elle qu'on va couper en deux, c'est elle qu'on va... Là, donc l'assistante peut être la pièce centrale de l'expérience magique. Maintenant, ça peut aussi être un moyen de détourner son attention. Et en fait, c'est là où tu vois que c'est très intéressant quand on regarde ce genre de tour, de voir un petit peu comment est-ce que la psychologie humaine est construite. Parce que souvent, effectivement, l'assistante est jolie. L'assistante a... Elle met plein de couleurs, des paillettes. Mais les couleurs sont importantes. C'est-à-dire que si tu as deux types d'assistants. En général, tu as les nanas incroyables qui sont en couleur, et tu as les gars qu'il ne faut pas trop voir, qui sont en noir. En fait, tout ça, c'est pensé parce que l'œil est plus attiré par la couleur que par le noir. Bien sûr. Et donc, il y a des choses qu'on n'a pas envie de mettre le spotlight dessus. Donc, on dit, toi, tu vas venir habillé en noir, tu vas dégager ce truc-là parce que c'est juste que j'ai envie de cleaner ma scène et j'ai besoin de le faire. Et donc, vas-y, mais j'ai pas trop envie qu'on... Ouais, je veux pas que l'œil soit intéressé par ça. Et donc, l'assistante, elle a ce rôle-là.
qui est important. Et d'attirer le regard, etc. C'est ça. Je ne fais pas encore de magie avec des assistantes, mais ça pourrait venir. Mais on est d'accord qu'elle est là soit pour participer à des tours, mais surtout parce qu'il n'a pas besoin de quelqu'un pour ouvrir une porte. Elle est là, elle fait partie du show. Elle fait partie du show et elle fait partie... et la construction psychologique humaine fait que c'est un moyen très subtil et très efficace pour arriver à tes moyens. Parce que finalement, tu as besoin d'une seconde. Une nana un peu jolie, avec des jolies jambes, etc., qui arrive... Bon, que tu sois un homme ou une femme, tout à fait. Il y a une esthétique qui fait qu'on est tous d'accord. Bien sûr, bien sûr. Donc, elle est là, elle n'est pas là par hasard. C'est ça. Voilà. Alors, ça, les animaux qu'on sacrifie, ok. Et garder les secrets, oui. Parfait. Alors, maintenant, on va en venir à... Est-ce que tu pourrais nous faire un petit tour, histoire de faire un petit amuse-bouche? Et est-ce qu'à la fin, tu pourrais nous en montrer un? Ou est-ce que c'est contre... En expliquer un nous en expliquer un. Un facile, un truc pour enfants. On peut faire ça. Allez. Alors, on va commencer par un petit tour. Est-ce que tu veux bien filmer le petit tour avec ton téléphone? J'ai un assistant aussi qui a des jolies jambes, etc. Il est là pour distraire. Il est là pour distraire. Allez. Tiens, on va faire une petite, un petit truc sympa. Tiens, je vais te demander de... Donc, attends, il va filmer. d'accès. C'est un assistant qui n'a pas fait, poli, quoi. Voilà, voilà. Tiens, donc c'est ton jeu de cartes, très important. Tout à fait. Je vais te demander d'en choisir une, s'il te plaît, celle qui te fait plaisir. Tu vas m'imposer une carte, donc je vais essayer de... Écoute, attention. Tu vois, c'est là où on parle de plan B et plan C. Si j'arrive à t'imposer, on fait un truc. Tu vas m'imposer une carte, ok. C'est bon, tu vas t'en souvenir, tu la montres à la caméra. Ouais, je la montre à la caméra. Je ne regarde pas, évidemment. Je la montre à la caméra. C'est bon? Très bien. Parfait. Tu vas me dire stop quand tu veux. On va le refaire. Tu vas me dire stop aujourd'hui. Voilà, attention, stop. On met la carte. Vas-y, remets-la. Tu vas m'imposer une carte encore. Non, pas du tout. C'est juste pour la remettre quelque part dans le milieu du jeu. Attention. Alors, le but, pour moi, ça va être d'essayer de retrouver ta carte avec une seule main. D'accord? On va essayer de faire ça comme ça. 1, 2, 3. Et même si c'est pas ta carte, c'est joli. Arrête, si c'est ma carte, ça va être flippant. 10 de pique. C'est pas ma carte. Oui, il est. On va la refaire. Ah, non, regarde. On va la refaire. Regarde. Tu étais pas prêt. 1, 2. Valet de trèfle, c'est mieux? Valet de trèfle, honnêtement. C'était ton plan B ou là c'était vraiment... Ça, c'était mon plan A. Parce que honnêtement, tu m'as fait peur. Je me suis dit, on coupe, on la refait. Je suis content, ça veut dire que le jeu d'acteur est pas balèze. Vraiment, bravo. Écoute, bravo, c'est vraiment ma carte. Et le 10, il est où? On va pas le retrouver. C'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Putain, bravo, balèze. Ok. On en fera un autre à la fin que tu nous expliqueras. Alors, on va parler d'un sujet un petit peu plus sérieux, on va dire, par rapport à le côté sombre un peu de tout ce qui est magie et ce qu'on n'arrive pas à expliquer sur le coup. Sorcellerie, etc. Shawadisme. Est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un qui t'a dit non, tu le fais pour de vrai? Ah oui. Oui, ça m'est arrivé. Malheureusement, ça m'est arrivé. Moi, je fais tout pour ne pas... laisser d'ambiguïté là-dessus. Après, il y a des gens qui essayent de jouer un peu sur l'ambiguïté. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de croyant. Et donc, ne serait-ce que pour ça, il y a un truc très clair. Ceci est du show. Par exemple, Blaine, il joue sur le truc de la magie existe vraiment. La carte il marche sur l'eau. Je sais pas, tu as dû voir ça, etc. Oui. Et il va prendre un air super sérieux. Les gens vont lui dire arrête. Lui, il est. Et Blaine, il est aussi dans un monde, et on va dire dans un environnement qui fait que même si les gens sont là, il a des pouvoirs, etc., ils savent qu'il n'a pas de pouvoir. Mais il rigole pas. À la fin, il leur dit pas alors les gars, je vous ai fait kiffer. Non, c'est bon, c'est comme ça. En fait, ça c'est marrant. Si tu veux, on parle de Blaine. On va faire un petit crochet sur Blaine. Rapidement. En fait, ce que je trouve important en magie, c'est de se construire un personnage, de savoir qui tu es. Et en fait, qu'est-ce que ton personnage fait et qu'est-ce que ton personnage ne fait pas. C'est du branding, quoi. C'est du branding. Et en fait, on peut caricaturer ça en ayant une analogie entre un magicien et un super-héros. D'accord ? Si tu essaies de réfléchir 2 secondes, Copperfield, c'est Superman. Ouais. Il vole, il a les nanas, il a le truc.
c'est un peu Superman. Blaine, il a un petit côté Sombre. quasiment Jésus, tu vois. Ce côté un peu, je marche sur l'eau, je prends une tasse de café, j'en fais de l'argent, etc. Et en fait, il rentre dans son personnage et il est consistant avec... Enfin, ça se dit pas en français. Consistent. Il est Consistent, régulier. avec son personnage. Ouais. Mais si tu lui parles, si tu as une conversation avec lui, il n'y a aucun doute que ce n'est pas un sorcier, tu vois. C'est-à-dire, il est là, il te dit, moi, c'est du show et il n'y a pas de problème. Ouais, pas la peine d'avoir une conversation avec lui. En fait, les gens censés disent, ouais, voilà. Bien sûr. Mais au Maroc, beaucoup plus. Moi, j'ai fait de l'événementiel au Maroc. Je fais de l'événementiel au Maroc et j'ai fait de l'événementiel en France pendant plusieurs années. Au Maroc, tu as quand même ce côté un petit peu où les gens ont des superstitions un peu plus poussées qu'en Europe. Et donc, on est là, wesh هادشي بصح wesh هذا wesh الشعوذه كاينه هادشي ياك انت تدير la magie blanche ou كاينه la magie noire etc. C'est ça, on a tous entendu ça, c'est super que tu nous en parles. OK. Et c'est là que je fais alors quand je vois qu'il y a moyen, alors quand on me dit toi tu fais la magie blanche et il y a la magie noire et que je vois qu'il y a moyen de discuter, j'essaye de discuter. Ouais. Quand je vois que c'est compliqué d'avoir une conversation autour de ça. Que c'est une croyance, c'est pas un truc à débattre. J'expédie le truc et je leur dis ouais peut-être. En tout cas moi j'ai jamais vu. Moi, mon truc c'est de dire je sais pas si ça existe, mais si ça existe j'ai jamais vu. Marel pour essayer de couper fin au truc, de mettre fin au... Sans froisser les gens. C'est ça. En revanche, on a une construction sociale qui fait que tu as des gens, tu as des milieux où c'est beaucoup plus statistiquement plus probable qu'on ait ces conversations que d'autres. Et donc ça, je le comprends, mais moi, ce qui me rend un peu fou, c'est que des gens avec des hauts niveaux d'éducation, avec une instruction incroyable, etc., croient quand même à ce genre de choses. Et ça, tu te dis, bon, ben, c'est dommage. Enfin, c'est dommage, et en même temps, chacun ses croyances, tu vois. Il faut rester ouvert et respectueux envers ce que les gens croient. Bien sûr. Parce que je ne pense pas détenir la science infuse, bien absolue. sûr. Mais voilà, en tout cas, moi, je sais que tout ce qui est chamanisme, magicien dans le sens sorcellerie, c'est des techniques de magicien que moi, j'utilise ou d'autres utilisent. D'ailleurs, il y avait eu, pendant la guerre d'Algérie, il y avait eu un moment où tu as eu une guerre de magiciens. Je ne sais pas si les gens connaissent ce truc-là. Non, Il y a un mec qui a révolutionné le monde de la magie moderne à l'époque des queues de pie, mais qui est une base de notre magie moderne, qui s'appelle Jean-Eugène Robert Houdin, en France. Donc Houdin, c'est d'ailleurs... Houdinisme. Alors Houdini, c'est inspiré de Houdin. Houdini était aux États-Unis. Aux États-Unis, voilà. Et pour son nom de scène Houdini, il a utilisé il s'est inspiré de ce monsieur-là. Qui est la base de la magie moderne partout dans le monde. D'accord. Très simplement. Et donc ce mec-là, il est français, c'était un horloger, et il était horloger le jour, magicien la nuit. Et ce mec-là, pendant la guerre d'Algérie, l'armée française l'a ramené, lui a dit tu vas venir avec nous, parce que les mecs, leurs marabouts là-bas, font que les troupes algériennes croient en la puissance de leurs marabouts, et donc ça leur donne beaucoup trop d'enthousiasme, de confiance pour combattre contre nous. Donc tu vas venir, tu vas confronter leurs marabouts, et tu vas leur montrer que tu es meilleur magicien qu'eux. Pour nous donner la confiance, quoi. Exactement. Et en fait... C'est un effet placebo, quoi. C'est exactement ce qui s'est passé. Il y est allé, il a un peu démonté les techniques de magie utilisées par les sorciers algériens à l'époque, en montrant que c'était des techniques, etc. Et que ces techniques à lui étaient beaucoup plus puissantes. Et donc c'est aussi par ce biais psychologique que la guerre d'Algérie a pu profiter. C'est intéressant. Mais donc on est d'accord que c'est qu'un effet placebo, c'est-à-dire tout le monde était le monsieur qui a appelé le Houdin et il lui a dit écoute, on sait que vous les deux vous êtes c'est des tours de magie, c'est des tours de trucs, mais viens, on va leur montrer que on va convaincre les nôtres, on va leur donner un effet placebo plus fort. C'est même pas convaincre les nôtres, c'est décourager les leurs. C'est ça le but. En fait, il leur a même fait des tours où il leur donnait l'impression de leur enlever leur force. C'est-à-dire, il leur donnait une boîte légère qu'ils pouvaient porter. C'est un tour très connu. Il leur dit, maintenant, regarde-moi, je t'enlève ta force. La même boîte, il ne peut plus la soulever. Est-ce que tu peux me dire le secret de ce... Même moi, j'en sais rien. Allez, putain. Il y a un secret, il y a un code que je dois te dire. Il y a de l'argent que je dois donner. Je dois... 1 million de parts. Non, sérieusement, tu connais pas, tu sais pas comment il fait. Parce que j'ai vu tu as une idée. Tu as des pistes. J'ai des idées. Bon, on va laisser les gens... C'est ça qui est fascinant aussi, c'est que pour un même tour, tu as souvent un nombre de manières de faire qui est sans fin. C'est ça aussi qui est fascinant, c'est que des fois, en fait, tu vas chercher une manière de faire,
mais tu vas adopter la manière de faire qui te convient à toi pour faire un tour. C'est-à-dire que la femme coupée en deux, il y a plein de manières différentes de le faire. Il y a un mec qui a sorti un bouquin sur ce sujet qui fait 400 pages. Le bouquin que sur la femme coupée en deux. Hein. donc en fait, c'est pour te dire à quel point ça peut être. Et donc comment le faisait jeune Robert Houdin, j'en ai pas la moindre foutue idée. Mais comment est-ce qu'on pourrait le faire? J'ai des idées, mais... La boîte, elle est trafiquée entre toi et moi. Indeed. Yes. C'est pas possible. Parce que je me dis... Et aussi, est-ce que tu penses que psychologiquement, les gens... Par exemple, on va parler on va pas s'éparpiller. Il y a un monsieur qui s'appelle... Il y a 2 références que je pense que tu dois certainement connaître. C'est des références anglophones. Un Anglais qui s'appelle Darren Brown. Darren Brown, mais The Push. Tu as vu The Push sur Netflix? Ouais. Il arrive à convaincre les gens. En fait, c'est petit à petit increments. C'est-à-dire, il va leur dire, voilà, maintenant, tu vas partir faire ci. Tu vas fermer la porte parce que Hadak, il veut rentrer. Ah, tu vois, tu as été méchant. Tu es capable de faire ça. Et one step further, one step further. Je crois que le but de ce truc-là, c'était de voir à quel point on pouvait influencer le comportement des gens, voir jusqu'où ils pourraient aller, et même prendre quelqu'un qui n'a pas d'idée meurtrière, et de voir si on peut le pousser. Si on peut le pousser à pousser quelqu'un du toit d'un building pour qu'il meure. Exactement. On va pas dire la fin, parce que je pense que c'est sur Netflix, le Netflix marocain de Push, c'est vraiment impressionnant. Darren Brown, allez regarder ça sur YouTube. Ce mec-là, impressionnant. C'est un mentaliste. Ouais. Donc il a fait de la magie. Lui, pour le coup, il vient du close-up. Et techniquement, il était incroyable. Maintenant, il ne fait que du mentalisme et de l'hypnose. Et en fait, ce mec-là a révolutionné le monde du mentalisme. Copperfield, c'est le boss en magie. Darren Brown, c'est le boss en mentalisme. Il est juste impressionnant, ce mec. Il a un showmanship qui est fou. Il a des techniques qui sont folles. Il est vraiment bon. Et il a aussi des techniques d'hypnose. Donc, l'hypnose qui est quelque chose de réel. Pardon. Qui est quelque chose de réel. Et donc, c'est réel, l'hypnose. Alors, l'hypnose, si on veut faire un tout petit crochet sur l'hypnose, c'est ton état éveillé, c'est ça. Ton état endormi, c'est ça. Toi, tu es comme ça. Un état d'hypnose, c'est la balance entre les deux. Yeah. Et nous, on rentre tous, toi, vous, tout le monde rentre en état d'hypnose plusieurs fois dans une même journée. Quand tu conduis et que tu es sur une route que tu connais par cœur, et tu as oublié comment tu as fait pour autopilot, tu étais dans un état qui est un état d'hypnose en réalité. Quand tu es en train de te réveiller ou là que tu es en train de t'endormir, tu passes par des états d'hypnose. Et en fait, l'hypnose, c'est les vrais états qui peuvent fonctionner. Mais est-ce que, pardon de t'interrompre, est-ce que c'est vrai? Moi, la partie que j'arrive pas à gober, c'est on peut hypnotiser quelqu'un contre son gré et lui faire des trucs du genre fais la vache, fais le truc, fais le ci. Alors, contre son gré, parce qu'on le voit dans des spectacles où on va prendre des gens du public, etc. Selon moi, et j'ai lu quelques petits trucs dessus, où c'est que des acteurs ou des gens qui jouent le jeu. Non, c'est... Alors, peut-être que certains utilisent des acteurs, mais même si ces gens-là utilisent des acteurs, ils n'utiliseraient pas que des acteurs. C'est-à-dire que peut-être que les acteurs seraient là, en tout cas, pour donner une conduite à suivre. Ouais, un momentum, tu vois, une inertie au truc. Ouais. Parce qu'en fait, l'humain est fait de telle sorte que quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, tu es plus apte à faire la même chose. Donc, en fait, j'imagine qu'un acteur peut aider. C'est juste un petit push. Voilà. Maintenant, l'état d'hypnose, tout le monde est hypnotisable. D'accord. La question, c'est de savoir en combien de temps. Dans le cadre de l'hypnose de spectacle, t'as pas 10 ans. On va pas passer 1 heure dessus, Donc c'est pour ça qu'ils font des tests et ils essayent de voir. Il y a des tests de réceptivité pour prendre les gens qui sont hypnotisables rapidement, vite et de manière impressionnante. En hypnose thérapeutique, tu peux prendre le temps, c'est autre chose. Mais en hypnose de spectacle, effectivement, tu peux faire ça. Et moi, je l'ai vécu. J'en fais pas. J'en fais plus. Je m'étais intéressé à ça pendant quelques mois. Donc, j'avais commencé, quand j'étais en France, j'allais dans les bars et j'essayais d'hypnotiser les gens. Pour pas payer, etc. Non, même pas, juste pour... Si, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit pour pas payer, ils partaient sans payer. Bon, après, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. J'ai des ardoises là-bas. Mais en réalité, tu peux faire des choses insoupçonnables à des gens. Moi, j'ai fait oublier des prénoms, leur propre prénom à des gens. Des gens, tu les mets sur pause. Un gars, tu lui dis, tu es sur pause, il a son verre, tu lui enlèves son verre, tu lui dis maintenant play. Pour lui, dans sa tête, il a encore son verre. Disparaître. Ah. Parce qu'il ne s'est rien passé entre deux.
Et en fait, tu arrives à pousser les choses très très loin avec les gens. Intéressant. Mais il faut le faire de manière bien écrite. Ouais. Alors, en faisant ça dans un bar, voilà, le but c'était aussi de voir jusqu'où on pouvait pousser le truc. Mais je trouve qu'en hypnose de spectacle, il y a un côté écriture qui est essentiel parce que ça peut vite devenir je fais faire des trucs pas cool aux gens, tu vois. Ouais. J'amène les gens à se ridiculiser. Ouais. Et je trouve ça. Je trouve pas ça marrant, en tout cas. Moi non plus. Et c'est pour ça que je trouve que Mesmer est pas mal dans le style. J'étais allé voir son spectacle et je trouvais que c'était bien écrit. Parce qu'à aucun moment, je me suis dit, ah, les gens sont en train de se ridiculiser. Ouais. À chaque fois, je me suis dit, ah, les gens sont là, hein, ils passent un bon moment, on passe un bon moment et c'est bien écrit. Et donc là, on rentre dans un domaine en dehors de la magie ou de l'hypnose, qui est l'écriture, la mise en scène, etc. Le spectacle, bien sûr. Mais c'est hyper important dans ce cadre-là. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que sous hypnose, tu ne peux pas faire à quelqu'un quelque chose envers lequel il est contre. C'est-à-dire quelqu'un de pudique ne pourrait pas se mettre à poil sous hypnose si tu avais envie. Si quelqu'un, tu peux pas lui faire dire son code PIN, par exemple. Si ou oui ou non, à ton avis? Si c'est quelque chose vis-à-vis duquel il est contre. Bah oui, a priori, j'ai pas envie de donner mon code PIN à tout le monde, mais est-ce que tu penses que tu peux quand même, sous hypnose, les gens peuvent quand même révéler des informations? Si, ça peut être. Parce qu'en fait, c'est pas une barrière psychologique forte, le fait de ne pas vouloir. Et quand je te parle d'une barrière psychologique forte, c'est la pudeur, c'est On pourra pas violer quelqu'un sous hypnose, par exemple. Non, à moins que ce soit quelqu'un qui soit un déluré du sexe. Qui se disait good. Non, mais c'est vrai, tu vois. Ok, c'est selon nos barrières, les barrières personnelles de chacun. Selon toi, tes piliers avec lesquels tu construis ton environnement, on peut pas te faire aller contre ça. Et donc, c'est pour ça que The Push est très intéressant. The Push est vraiment super intéressant. Et Darren Brown, justement, il a fait, un certain moment, il est parti en croisade contre les charlatans. Absolument. Et ça, je trouve ça magnifique. Il est allé aux États-Unis. Alors, Darren Brown est anglais. Ouais. Et il est allé aux États-Unis pour aller voir avec les gens qui disaient qu'il parlait avec les morts, avec les esprits, qui prenaient contact. Exactement. Et il est allé en croisade là-dessus, à démontrer comment les médiums, il faisait, etc. Et je trouve ça bien parce que la majorité des magiciens, ce qu'ils veulent, c'est faire évoluer la magie en tant qu'art du spectacle. Tout à fait. Faire en sorte que ce genre de truc existe, c'est pas... Parce que tu t'accapares et tu t'attaques à la faiblesse des gens dans un moment faible où ils sont vulnérables, etc. Et c'est là où tu vas les attaquer, etc. Alors, il y en a plein aux États-Unis, malheureusement, qui font ça, des médiums, etc., qui prétendent parler aux morts. Et lui a appris cette technique et comme il est très dans le domaine, etc., donc c'est quelque chose qui était facile pour lui, c'était déjà un mentaliste. Donc, quand il est parti, il a commencé à donner un spectacle, justement, où il a montré, il a répliqué ces techniques. Et à la fin, et au début, il a dit, c'est juste un show, voilà, moi, j'ai pas de pouvoir, etc., c'est juste un show. Et lui-même dit, je pense que c'est faux, mais... À vous de voir. À vous de voir. Moi, en tout cas, je pense pas que ça soit vrai, mais si quelqu'un me montre par A plus B que c'est vrai. Et à la fin du show, les gens lui ont dit, allez, arrête. Tu as pas vraiment parlé à ma grand-mère. Mais non, voilà la technique. En fait, shotgun, etc. On commence par... et c'est... Il y a une personne qui est assez âgée dont le prénom commence par M ou par N ou par... Ouais, Mike, oui, j'ai un Mike quelque part. Est-ce que... Tout le monde va avoir un Mike. C'est comme si tu disais Mohamed au Maroc. Tout le monde connaît un Mohamed. Exactement. Et bien sûr, il va voir une grand-mère avec l'intuition, l'observation. Il va voir quelqu'un de 70 ans. Ses parents sont certainement morts. Donc, il va dire, voilà. C'est exactement ça. Et en fait, le côté éthique de ce truc-là, pourquoi est-ce que lui, à la fin, il te dit, je pense que c'est faux, mais à vous de voir. Parce que finalement, lui, il se dit, du point de vue éthique, si ce que j'ai fait a pu faire du bien à quelqu'un, tant mieux. On prend. La question, c'est aussi, c'est un peu Spider-Man, quoi. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Tout à fait. Est-ce que du moment que tu n'es pas en train de prendre les gens, de leur faire des trucs pour en tirer parti et avoir une fin qui n'est pas correcte, à ce moment-là, c'est là où ça devient gênant. Et c'est pour ça qu'on part en croisade contre ces gens-là. Parce que les médiums là-bas, ils demandent beaucoup d'argent pour faire ce genre de choses. C'est lui, il est incroyable. venu, il a fait un truc gratuit. Si ça a permis aux gens de se sentir bien, il se dit pourquoi pas. Et effectivement, pourquoi pas. Maintenant, personnellement, je ne jouerai pas sur ce genre de tableau. Tout à fait. Mais ça, c'est mes règles éthiques. Et après, si on fait un parallèle avec le foot, c'est
l'éthique, elle peut être vue de plein de manières différentes. Un pénalty est sifflé, le mec, il sait qu'il ne le mérite pas. C'est quoi son éthique? Est-ce que c'est l'éthique de se dire je suis pour mon club, ça fait partie du jeu, ou bien personnellement, je peux pas parce que les règles. Les deux sont acceptables dans un environnement donné, et donc là, c'est pareil. Est-ce que tu connais James Randi? Oui. James Randi, le vieux pépé qui est mort il y a 2-3 ans. Oui, l'Indien. Non, il n'est pas indien. Alors, l'anglais d'origine. Non, lui, il est américain, je pense, de Floride. Okay, et James Randi, il était dans l'époque de Houdini. Okay. Et lui, c'était sa particularité, c'était escape artist. Ouais. Donc, pour les gens qui ne savent pas, on leur met des camisoles, etc. On les trempe dans l'eau, etc. Ils s'en sortent. Et alors, il a plein de shows qui sont super drôles. Et il commence à expliquer, par exemple, il ramène 2 personnes, il leur dit, voilà, mettez-moi un nœud, mettez-moi les mains, et ramenez-moi la chaise. Non, celle-ci, là-bas. Et donc, en fait, il se libère les mains pour dire, non, ramène-moi la chaise là-bas. Alors qu'eux étaient censés avoir fait un nœud super dur, etc., etc. Super drôle, plein de charisme. Bien sûr, comme tu m'as dit, pour la magie, c'est aussi le spectacle. Bien donc, on est obligé d'avoir ce savoir-faire qui est de projeter du spectacle, etc. Et ce monsieur est parti en croisade contre justement les médiums, les charlatans, etc. Et selon lui, alors il explique, un peu comme Darren Brown, que quand les gens disent « Ah oui, il a guéri quelqu'un, un non-voyant, il a guéri », mais en fait, le monsieur n'était pas vraiment non-voyant. Quand les gens ne voient pas, il y a plusieurs degrés. Il y a des gens qui voient que des ombres, il y a des gens qui voient un petit peu, et des gens qui voient quand c'est sombre, mais pas quand c'est... Enfin, quand c'est très, très lumineux, mais pas quand c'est sombre, etc., etc. Donc, en fait, quand tu leur fais 4, sur un support noir, etc., d'une main très blanche, donc ils arrivent à voir ça, etc., etc. Et lui, il s'est attaqué surtout aux médiums, et il a créé une fondation qui s'appelle James Randi Foundation, qui à la base donnait $10 000 ou $20 000. Et à la fin, ça a pris beaucoup de trucs. Et ça donne c'est une fondation qui donne $1 million si tu peux prouver un don, que tu es un don. N'importe quel don. Et c'est lui qui était parti un moment en croisade contre Uri Geller. Exactement, la fourchette. La cuillère. La cuillère, exactement. C'est ça. Et il montrait, il leur disait, voilà, c'est de la cuillère. Voilà comment il a fait, Et... ce qui est intéressant, c'est souvent, parfois, les gens au Maroc, ils me disent « Ouais, mais non, je sais qu'il y a beaucoup de charlatanisme, mais moi, je tiens le bon gars. Ah, lui, il est très, très bon. » Et tout le monde croit tenir le bon gars. Ouais, évidemment. Non, ma mère, elle connaît un gars, il prend pas d'argent. Oui, mais tu lui donnes rien. Si, un petit cadeau, mais oui, ben voilà. Donc, on y arrive. C'est ça, il y a forcément... Il y a forcément quelque chose. Et je leur dis, venez, on part. Si ce mec, c'est un vrai, je lui donne, moi, $100 000. Et moi, je vais prendre $900 000. Et s'il arrive à vraiment prouver... Et on me dit, non, mais ça, c'est un truc aux États-Unis, ça ne marche pas. Mais en fait... ça marche que sur le fuseau horaire marocain, que GMT+1. Ça marche qu'au Maroc. Il n'y a pas le réseau Maroc Télécom là-bas, ça ne va pas marcher. Et en fait, bon, il y a des Algériens et tout. Et James Randi, au début, il partait un peu partout. Il cherchait les gens, c'est-à-dire il est parti en Inde, il est parti en Russie, il est parti dans des pays où c'est très mythique et les gens aiment bien voilà, un peu ce genre de croyances. Et il les a démontés un par un, parce que forcément un magicien connaît plein de magie, plein de tours de magie et il se documente là-dessus, c'est son métier. Donc des tours. Même, et donc ce qu'il fait pendant le show, une fois par an, il y a une dizaine ou une douzaine de personnes. Qui viennent et je te donne un exemple. Il prouve que l'horoscope ne marche pas. Il ramène 12 personnes et il leur donne un horoscope chacun. Il leur parle, il leur serre la main, bonjour, l'horoscope, chacun, une enveloppe fermée. Soi-disant, il a pu analyser la personne et il a donné un horoscope spécifique. Et les gens, ils leur disent, voilà, est-ce que vous pensez que cet horoscope est vraiment dédié pour vous, c'est vraiment écrit pour vous, est-ce qu'il vous a bien cerné? Ah ouais, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable, etc. Ils leur disent, OK, tu prends l'horoscope et chacun le passe à droite. Ils disent, oh, en fait, c'est le même horoscope. C'est pas le même, mais c'est des phrases génériques qui permettent de toucher à tout le monde. Quasiment tout le monde, ouais. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va te faire beaucoup de bien. Ça peut être n'importe qui. Est-ce que c'est la semaine prochaine? Est-ce que c'est dans un mois, dans un an, dans 10 ans? Est-ce que... En fait, ça, c'est des choses qui sont liées, effectivement... C'est fascinant parce que la psychologie, on en revient à la psychologie. La psychologie est magnifique, tout à fait. La psychologie, elle fait que quand tu vois des choses, en fait, dans ce genre de choses, quand tu lis 4 phrases, si on a une qui ne correspond pas, ton cerveau va l'occulter. Exactement. Et celles qui fonctionnent, elles sont là, mais c'est incroyable, c'est exactement ce que je suis en train de vivre en ce moment.
Et en fait, l'horoscope est fait pour faire ça. Et c'est basé sur ce qu'on appelle du cold reading. Exactement. Et le cold reading, c'est le fait de pouvoir ne pas connaître quelqu'un. Je peux venir te sortir une série de phrases descriptives et tu vas dire, ouais, c'est exactement moi. Ouais. En fait, si tu dis à quelqu'un, attends, je sens que tu es quelqu'un d'assez... Très sensible. Pas quand très même. plan-plan, Mhm. plutôt qui cherche à rencontrer des gens, peut-être dans l'aventure. Mhm. Le fait, si je dis rencontrer des gens dans l'aventure, ça peut vouloir dire tellement Ça de peut choses. vouloir dire tout et Qui ne n'importe veut quoi. pas, qui n'aime pas rencontrer des gens. Tout à fait, tout Tu à vois fait. Et en fait, c'est effectivement des choses qui sont utiles pour on va dire, enhance Bien sûr. des numéros de mentalisme. Mais je trouve par contre, ce qui est fort, c'est les gens qui font ce qu'on appelle du warm reading. Ça veut dire Oui. faire un scan Voilà, rapide une d'une lecture personne. de comment tu es, ce que tu portes, etc. Et là, ça enchaîner. existe aussi. Ouais. Ça existe aussi, des gens qui sont très bons en psychologie, Mm. qui savent que cette personne, elle a statistiquement ces traits de personnalité et donc qui peut vraiment aller loin. Mais je pense que ils reçoivent beaucoup d'aide, consciemment ou inconsciemment de la personne. Bien sûr. Parce que quand elle commence à dire, bah, ça veut dire qu'on tient le bon bout. Si on regarde avec un air bête, il faut, allez, on passe à autre chose. Par exemple, il y a une nana, j'ai oublié son nom, qui commence à dire, une mentaliste qui commence à dire, voilà, vous avez perdu. Il y a un couple qui a perdu son gosse, qui a été kidnappé et qui vient pour un show pour voir une mentaliste. Et dès que la mentaliste, elle leur dit alors vous avez perdu votre enfant, ben oui, on est là pour ça, ok. Donc ils sont anéantis forcément, kidnapping, etc. Ça fait 15 jours qu'ils n'ont pas vu leur gosse. Et elle leur dit on voudrait juste savoir s'il est vivant ou s'il est mort. Ah, il est juste à côté de moi, il me parle. Malheureusement, il est mort. Et donc, la mère s'effondre, le père, il en peut plus. Et il dit, ouais, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Ah, vous allez jamais le trouver parce qu'il est enfoui sous l'eau et vous allez jamais pouvoir le trouver. Et je pense qu'elle s'appelle quelque chose Brown, mais bref. Et ensuite, elle dit, vous allez pas le trouver parce qu'il a été kidnappé par 2 personnes, je pense, un Mexicain et un Noir, peu importe, etc., etc. Et il est sous l'eau, vous allez jamais le retrouver. Ah, ils sont effondrés. Je suis vraiment désolé, mais il vous dit qu'il vous aime, etc., etc., etc. Ok. Quelques jours plus tard, le gosse est vivant. Il revient. Il était kidnappé par un petit vieux, un voisin qui était un peu fou, qui l'a pas maltraité ni rien. C'est juste, il a fait une psychose dessus et il l'a kidnappé. Et donc, on revient vers elle, on lui dit, mais cocotte, de quoi tu parles? Il était sous l'eau, etc. Non, mais c'est des visions, hein, c'est pas précis, c'est pas de l'art. Et puis, moi, j'ai un don. Et justement, le James Randi l'a confronté un jour dans un show et lui a dit, si tu dis que ce que tu dis est vrai, donc, et elle facture 700 € pour 20 minutes au téléphone. Et elle a une liste d'attente, il faut attendre 6 mois, etc. etc. C'est quand même dingue. Le business plan est travaillé. C'est un plan magnifique. Et il lui a dit, viens dans mon show et prouve-nous que voilà. Mais bien sûr, dans son show, James Randi, il a des statisticiens, etc. Il y a des juges, donc tu peux pas ramener tes cartes, tu peux pas ramener tes trucs, tu peux pas ramener tes boîtes, tu peux pas. Tout est. Mais en fait, mais ça, tu vois, c'est intéressant parce que si on en revient au lien entre ça et l'horoscope, en fait, techniquement, qu'est-ce qui se passe là pour elle? Quand elle dit est-ce qu'il est vivant, elle a 2 choix. Soit dire il est vivant, soit dire il est mort. Oui. Et pour elle n'en sait rien, tu vois. Bien sûr. Elle n'en sait rien. Si elle dit il est vivant, si elle dit il est mort, il y a encore 2 choix. Soit il est mort, soit il est vivant. S'il est mort, elle avait raison. S'il est vivant, les gens seront tellement heureux de retrouver leur enfant. Que c'est pas grave à la rigueur ce qu'elle a dit. C'est pas grave, on s'en fout. Alors que le contraire est beaucoup plus d'impact. C'est vrai. Pareil, vous ne le retrouverez jamais parce que il y a peut-être des statistiques sur le fait que les enfants qui se font kidnapper, ça, elle a dû bosser son sujet pour trouver le truc qui statistiquement fonctionne le mieux. Et puis s'ils avaient dit non, il a été retrouvé effectivement mort, mais c'est horrible, hein, mais genre découpé en petits morceaux dans une poubelle. Elle dit ouais, mais bon, c'est une vision, mais j'avais le truc, quoi. Grosso modo, je savais que vous le retrouveriez jamais entier. Voilà, c'est ce que je voulais dire, entier. Mais voilà, vous l'avez retrouvé, avouez que c'est pas. C'est ça. Yeah, je suis d'accord. C'est vrai qu'ils essaient de tabler sur tous les tableaux. Mais ça, éthiquement, c'est horrible. C'est juste dégueulasse. C'est juste dégueulasse. Et mais c'est des charlatans qui existent, même au Maroc. Hein. Oui, mais tu sais que moi, ça m'est arrivé une fois, je reçois un coup de téléphone. Bonjour, Hicham, on a vu votre site sur Internet, etc.
On aimerait faire une séance de voyance. Est-ce qu'on pourrait faire une petite séance de 15 minutes cet après-midi à Kazan? Je fais non, non, on peut pas, en fait, non, non. Ah bon, on peut pas et tout. Non, non, moi, regardez, c'est écrit sur mon site, c'est écrit Hicham, illusionniste. Ouais. Je me fous pas de la gueule des gens, je fais de je crée un l'illusion, spectacle. je fais de l'illusion, je fais pas de la voyance. Donc, si vous avez un événement, marhaba, ala ras al-ayn, mais faire une séance de voyance, c'est pas ce que je fais. Ouais, non, c'est dingue. Et d'ailleurs, je ne vous recommande pas de faire ça. Tout à fait. Si vous y trouvez un plaisir, très bien. Mais comme je t'avais dit, alors il y a plein de gens qui ont essayé. Il y a des Algériens, un Algérien qui a essayé et qui a bien sûr. Et ce qui est intéressant, à ton avis, c'est quoi la psychologie des gens? Chaque année, ils viennent la James Randi Foundation et ils essayent quand même de gagner le $1 million. Est-ce que tu penses que au fond d'eux-mêmes, ils savent que arrête les mecs, c'est du pipeau, ou ils se disent allez sur un coup de chance, boum, $1 million. Mais statistiquement, peut-être qu'ils se disent que leur truc est tellement bien ficelé qu'ils vont réussir à gagner $1 million. Mais ils pourront pas parce qu'il y a une équipe de statisticiens. Par exemple, le mec qui te dit moi j'arrive à téléporter mon esprit à partir dans d'autres pièces, l'Algérien en l'occurrence. Et ils lui ont mis 12 boîtes. Et ils ont dit voilà, tu vas nous trouver juste 8 boîtes sur 12. Parce que statistiquement, le fait si tu en trouves un objet, c'est déjà énorme, mais en trouver 8, tu as une chance sur 1 milliard, etc. Ouais. Donc ils lui ont dit on va pas, même si tu as une marge d'erreur, même si tu en trouves pas 12, trouve-nous juste les 8 objets sur les boîtes. Il n'en a trouvé aucune. Et les objets, c'était des objets simples. Un porte-clés, un téléphone, une cacahuète, etc. etc. Mais dans sa tête, il se dit quoi? Ouais, il se dit que si jamais il a le tag, le tampon... En fait, on en revient au truc d'IL. Qu'est-ce qui se passe? Au meilleur, il y a deux choix, encore une fois. Ouais. Si ça marche, j'ai le tampon et en plus j'ai le $1 million. Je pense que c'est même plus le tampon qui est intéressant. Tout à fait. Et si je l'ai pas, on n'en parlera plus dans 2 semaines, quoi. Tout à fait. C'est ça. En fait, il y a rien à perdre. Il a rien à perdre. Il a rien à perdre. Il y a 2 gars très très connus dans le milieu qui ont réussi à traîner James Randi pendant des années. Ouais. Un Sud-Africain qui s'appelle Banachek, qui est mentaliste et qui en fait je crois que il faisait partie des premiers mecs que James Randi a suivi. Il l'a suivi pendant 8 ans, un truc comme ça. C'est lui et sa femme, elle lui soufflait dans l'oreillette, attention, celle-là à droite, elle est malade aussi, elle est malade. Non, non. Mais il avait suivi avec des scientifiques, etc. D'ailleurs, je crois que maintenant, il fait partie de l'équipe de James Randi. D'accord. Pour essayer de démanteler tous ces charlatans. Ouais. Et il y a Uri Geller, qui est très connu pour la torsion de cuillère. La cuillère, ouais. Et mine de rien, c'est quand même fou de se dire que Uri Geller a réussi à maintenir le doute de James Randi sur son cas pendant des années. C'est-à-dire que James Randi se disait, j'ai un truc, mais je suis incapable de le prouver. Il y a un truc, mais je suis incapable de le prouver. Ah d'accord, moi, c'était pas la compréhension que j'en avais faite. Moi, parce qu'il a reproduit le tour de Geller. Oui, mais Geller arrivait à dire, non, regardez, lui, c'est un truc, et moi, c'est vrai. Ouais. Et en fait, Geller avait tellement ce côté... où il arrivait à le faire que c'était... Ouais, il a réussi à s'enrichir et à garder le cap. On en discutera. Il y a un bouquin qui vient de sortir sur cette histoire entre James Randi et Geller qui est sorti il y a 2-3 mois. D'accord. Je l'achète, je le lis. On en parle, ouais, ça serait vraiment bien. Parce que moi, James Randi, c'est vraiment quelqu'un qui me fascine. Il a fait une conférence TED où il expliquait un petit peu les dangers de ces charlatans. Et beaucoup de gens lui disaient « Ouais, mais arrête, ils sont inoffensifs, ça distrait les gens, etc. » Non, ils ne distraient pas les gens, pas ceux-là. Ceux-là, ils prennent l'argent aux gens, ils leur vendent de l'espoir et aux gens qui sont vulnérables. Mais les magiciens, les illusionnistes, oui, ça, c'est un spectacle, etc. On en revient à pourquoi tu le fais. Si tu le fais pour t'enrichir sur la crédulité des gens, éthiquement, c'est minable. C'est over the line. Mais si tu le fais pour donner du bien aux gens, pour moi, éthiquement, c'est over the line, mais à la limite, si je vois quelqu'un qui le fait, je me dis, bon, bah, c'est pas grave. C'est pas... Mais c'est pas méchant. C'est pas méchant. Au moins, c'est fait dans un bon... Dans un bel esprit. Dans un bel esprit. Effectivement. Mais c'est passionnant, ce genre de choses. Ah, moi, je trouve ça... L'esprit, je le trouve passionnant. Et alors, Darren Brown, on pourrait y revenir et en parler encore. Je trouve que vraiment, les gens devraient le connaître. C'est vraiment quelqu'un de vraiment super intéressant. Il fait des expériences vraiment magnifiques. Où, un jour, il y a un mec, je termine avec cette anecdote, ensuite, si tu veux bien nous faire un autre petit tour. Il y a un mec qui vient l'agresser
En fait, c'est pas qu'il vient l'agresser, c'est qu'il est juste super agressif et il veut parler, il veut le frapper, etc. Il sort d'un bar, il est un peu éméché, etc. Et il est beaucoup plus grand que lui. Darren Brown, c'est pas un grand gabarit. Non. Et le mec, il vient pour le truquer. Et donc, lui, étant mentaliste, moi, je me suis dit, il va lui faire un truc de fou, il va lui baisser son pantalon sans qu'il s'en rende compte, ou là, il va lui mettre de la crème sur le visage, etc. Mais en fait, il lui a fait un truc qui est super intéressant. Je pense que c'est une technique de magicien, c'est le déstabiliser avec un truc. C'est-à-dire, c'est comme si je regarde ma main, mais en fait, ça se passe là, ça se passe pas du tout là. Et il lui a dit... le mec, il était super agressif, il venait pour l'attaquer. Il lui a dit oh, tu sais, en fait, les arbres de chez moi, ils sont beaucoup plus grands que les arbres de mon voisin. Alors que les arbres de mon voisin et mes arbres ont été plantés la même. L'autre, il dit non, mais de quoi tu me parles? Mais justement, Ouais, je crée un doute et tu as raté ta marge, la même marge dont on a parlé. Et donc, tu es déstabilisé, tu sais pas exactement où tu en es. Il avait fait, à un moment, en fait, dernièrement, il a commencé avec des expériences, je sais plus c'était quelle chaîne de télé britannique. ITV, un truc comme ça. Je crois que c'était ITV, ouais. Il avait un show qui s'appelait Trick or Treats. Ok. Et Ah, il y en avait un yes, autre, ouais, je j'avais ne me vu. rappelle plus du nom, mais il faudrait que je le voie. Et Darren Brown a réussi à sortir d'une bijouterie avec un bijou. Le mec de la bijouterie était persuadé qu'il avait payé. Ouais. Il lui a pas donné des faux billets. C'est ça. Il lui a donné des morceaux de papier blancs. Ouais. Et en fait, juste en le tchatchant. Il a réussi à s'en aller. Incroyable. Alors évidemment, après, il allait rendre le truc. Bien sûr. Mais il est très très bon en suggestion. Et puis, il ne faut pas oublier que ce qu'il fait, c'est de la télé. Donc, j'imagine que sur 50 prises, il garde celle qui fonctionne. Bien sûr. Et lui-même l'avoue. Hein, lui-même le dit. Il dit, ça marche pas tout le temps. On vous montre les meilleures prises, mais ça marche très souvent. Ça marche très souvent. Il est rentré dans un musée. Il a dit au mec, je vais te voler ce tableau. Il lui a dit, OK, je vais mettre ma sécurité dessus, etc. Tu vas voir, je vais te le voler. Et je laisse les gens découvrir comment il l'a fait, mais c'est vraiment super subtil. Et la suggestion, c'est vraiment super intéressant. En fait, Darren Brown, c'est un peu Arsène Lupin d'aujourd'hui. Il est juste magique, ce gars. Il est vraiment magique. Et je trouve ça vraiment... Il est vraiment super intéressant. Allez le voir. Mais il fait, dans le monde des magiciens, dans la communauté des magiciens, il fait l'unanimité. D'accord, OK. Je n'ai jamais entendu personne bitcher ou cracher ou dire il a ce choix-là, je l'aurais pas fait. Ce mec-là c'est vraiment un des pontes du domaine. Il est incroyable. Et même sa mise en scène, quand il a eu la petite machine avec la petite, il est juste incroyable. Et je vous invite aussi à regarder ses spectacles qui sont sur YouTube. Ouais. Tapez Darren Brown Show. Yeah. Il a une présence, ce mec. Moi, des fois, j'en arrive à regarder juste son entrée sur scène. Il arrive, il projette un truc de fou. Exactement. Il est là et tu te dis... et il t'envoûte avec sa musique, sa mise en scène, etc. Tu rentres dans deux trucs, tu peux plus te détacher de ce qu'il fait. C'est juste incroyable ce qu'il fait. OK. Petit tour de magie. Alors, tu nous en fais deux. Un que tu nous expliques, un que tu nous expliques pas. On va commencer par celui qu'on explique. Qu'on explique. Allez, okay. Vas-y, allons-y. Alors tiens, on va faire petit un truc très simple. Donc, à garder à l'esprit que c'est un tour qu'on va expliquer juste après. Tiens, je vais te demander de choisir une carte, je t'en prie. Je vais choisir celle-ci. Ah ouais, j'essaye des petits tours de magie de mon côté. Pareil, tu montres à la caméra. Voilà. Bon okay. Voilà. Tu vas prendre le jeu, tu vas le couper où tu veux. Ok. Tu vas mettre la carte sur le paquet et on va découper. Parfait. Tu veux recouper parce qu'on sait qu'elle est à peu près au-dessus. Magnifique. Donc on est d'accord que je ne peux pas savoir où se trouve ta carte. Oui. C'est impossible. Là, c'est littéralement impossible. Bon, regarde bien. On va faire un truc marrant. On va juste faire ça. Tu vois ce que je viens de faire? Ce que je viens de faire, en fait, je viens de prendre une carte imaginaire. Je l'ai prise, je l'ai retournée, je l'ai remise dans le jeu retournée. Et en fait, si on regarde bien, dans le jeu, il y a une carte quelque part qui se retourne. Allez, arrête. Cette carte, c'est le Joker. C'était pas ta carte? Non. En fait, le Joker, c'est le patron des cartes. Oui. Si on épelle Joker, J-O-K-E-R. C'était quoi ta carte? Le 2 de cœur. Le 2 de pique. Le 2 de carreau. De carreau, pardon. Carreau. Le 2 de carreau, exactement, ta carte. Et en fait, je te disais que le Joker, c'était le patron des cartes. C'était tellement le patron des cartes que si on regarde bien, les 4 cartes qui nous ont amené à épeler Joker, c'est les 4 as. Arrête, c'est flippant. Là, honnêtement,
C'est flippant. Tu es content, tu vas apprendre à faire ça. Ah, je vais apprendre à faire ça, putain. Magique. Alors, Ok. comment on fait ça? C'est simple. Film, je t'en supplie, film. Juste un truc. Ouais, parce que j'ai envie il faut que je manipule avec mes mains. Juste un truc. Ouais. Alors, bah tiens, il y a un autre jeu ici, donc on va utiliser ça. J'aimerais juste qu'on garde à l'esprit un truc important, c'est que l'explication est toujours décevante dans un tour de magie. D'accord? C'est vrai. Et donc, j'aimerais que, une fois que tu as l'explication, que tu te souviennes du sentiment que tu as ressenti quand tu as vu le tour. Quand j'ai vu le jeu, le tour de magie, pas quand j'ai vu le... Ok. Alors, tiens, je te donne ça. Et je vais chercher les mêmes cartes de mon côté. Donc, un joker et 4 as. Ah, donc tu les prépares au préalable, j'imagine. Je les ai préparés devant la caméra, mais tout à l'heure. Quand tu m'as dit, on va faire un tour que tu vas expliquer, j'ai commencé à... Tu as commencé à anticiper le truc. Okay. Alors, première préparation. On prend le joker et on le met retourné à la face du jeu. Donc, tu as tout le jeu et tu as le joker retourné. Vas-y, je t'en prie. Okay. Donc, je le retourne. Il est déjà retourné, donc je le mets comme ça. Voilà. Ouais. Tu prends les 4 as. Donc, ils sont au-dessus du jeu maintenant pour toi. Et tu les mets dans le bon sens, sous le joker que tu viens de retourner. Sous le joker. Ça, c'est ta préparation. Okay. D'accord? Donc, la préparation, c'est ça. Okay. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand je prends une carte n'importe où et que je la mets sur le jeu, je vais la mettre retournée pour qu'on la suive. Donc, je coupe le jeu. Ça fait que ce qu'on a préparé arrive sur la carte. Oui. D'accord? Donc, ça, coupé, ça fait que ce que j'ai mis en dessous arrive à quelque part dans le milieu, au-dessus de la carte du dessus. Maintenant, il faudrait retrouver la carte. C'est ça le truc. Voilà. Et donc, ça, c'est le principe de base. Maintenant, moi, qu'est-ce que je t'ai demandé de faire tout à l'heure? Je t'ai demandé qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, prends ta carte. Je t'ai dit, coupe le jeu. Tu as coupé. Je t'ai dit, mets ta carte à l'endroit où tu as coupé. Donc, je l'ai mise là. On va la mettre retournée. Et on a remis le reste. Donc, en fait, c'est exactement ce qu'on a fait. Ouais. Et je t'ai demandé si tu voulais recouper parce que c'était pas très central. Donc, je voulais pas trop... je préfère quand l'image... moi, je suis un esthète. J'aime bien quand les images sont voilà, il faut pas que ça soit sur le haut du paquet ou le bas du paquet. Donc, vas-y, fais-moi choisir une carte. On va le faire ensemble. On va prendre celle-là. Non, pas celle-là, s'il te plaît. Le mec, il a déjà le showmanship, Jawad. Ok. Donc, celle-là. Okay. Donc, vas-y, tu vas poser le... Attends, j'ai besoin d'un... C'est quoi? 13 de trèfle. C'est bon. On a gagné. Vas-y. Donc là, tu vas me dire... Non, mais la carte... Non, alors, justement, je la mets pas au milieu. Ouais. Tu la mets au-dessus. Pose le jeu sur la table. Tu me dis, mets là-dessus. Oui. Je la mets dessus. Et tu me dis, coupe. Donc, en fait, en coupant... Je sais qu'elle est là maintenant. Mais si tu la recoupes, ça fait je vais la perdre. Bah non, parce que ce qui était en dessous est arrivé sur ta carte. Ouais. Et donc, Ce qui fait que, en réalité, une fois que tu as fait un petit mime sympa, donc je vais le faire avec ça. Je vois que le joker est retourné. Pourquoi est-ce que le joker est retourné? Parce que je l'ai préparé retourné. Bien sûr. Je sors le joker. Je dis non, c'est pas la carte, c'est le chef des cartes. J'épelle. J-O-K-E-R. Il se trouve que J-O-K-E, c'est les 4 as. Et le R, c'est ta carte. C'est ma carte. C'est parfait. J-O-K-E-R. Donc, la carte n'est pas retournée. C'était juste pour des raisons pédagogiques. Bien entendu. Et tu l'as fait un petit flip sympathique. C'est ça. Et donc, on attaque, boum, le 4 de pique. Premier effet. Deuxième effet, le joker arrive à attirer toutes les bonnes cartes. Boum, boum, boum. Et on arrive à avoir les 4 as. Magique. Et voilà. Donc, tour très très simple qui demande une petite préparation et de la mise en scène. Parce que le petit côté, je prends la carte, je la retourne, je la remets retournée, fait son petit effet mine de rien dans le truc. Tout à fait. Mais super cool. Mais est-ce que, par exemple, tu peux nous faire un petit tour de magie où tu me forces à choisir une carte? Il y a cette technique où on... mais après, si tu sais que je vais te forcer, c'est compliqué, mais on peut tenter. On peut tenter un truc. Alors déjà, je vais enlever la carte retournée. Tiens, je sais ce qu'on va faire. Je vais prendre donc les 4 as de tout à l'heure. On va les mettre là. Et on va faire ça comme ça. Tiens, tu choisis une carte, ça qui te fait plaisir. Hop. Pas le 2 de cœur. Surtout pas le 2 de cœur. Surtout pas? Le 2 de cœur. Non, ça marche pas avec le 2 de cœur. Ça marche. C'est pas... Je suis putain, j'ai foiré le truc encore. Non. On va faire... Dis-moi stop quand tu veux. Là, je vais faire des cauchemars ce soir. Dis-moi stop.
Stop. D'ailleurs, tu veux changer ou celle-là? Non, celle-là, elle est bien. Okay. Non, pas Jawad. C'est pas cool, ça. Ah, mec, c'est trop bluffant. Quand il m'a dit tu veux changer, je me suis dit ah peut-être qu'il a foiré son coup. Non, je vais pas changer, on va voir. Tu vois, non, putain, pas le dé de cœur. On va avancer. On va avancer. Je t'en prie, vas-y, choisis ça. Non, c'est pas le dé de cœur. Non, c'est pas le dé de cœur. C'est quoi? C'est le 5 de carreau, effectivement. Ouais. Parce qu'en fait, il y a 2 secondes, si tu l'avais choisi celle 2 secondes avant, ça aurait été le 2 de cœur. Allez, donc 5 de carreau, je la connais. Regarde, le 2 de cœur, on va la poser ici. Ouais. Et on va avancer. Vas-y, je t'en prie. Allez. C'est bon, on a une carte, on va la remettre dans le jeu. Pardon, j'essaie de parler dans le micro, c'est quand même un peu plus simple. Et on va utiliser 4 cartes. Je sais que tu n'as pas choisi un as. Bien sûr. Parce que les as étaient là. Étaient tous là. Et n'ayant pas le don d'ubiquité, on y arrive. Alors, les 4 as sont as de cœur, as de carreau, d'accord, pour les as rouges, et l'as de pique et l'as de trèfle pour les as noirs. On va tenter un truc avec nos as. Regarde, 4 as. On va faire ça comme ça. 1, 2. T'as vu un truc? J'ai vu un as de cœur au top, ouais, mais... Dame de cœur. C'est ta carte? C'est ma carte. Alors, regarde, on va essayer de le faire avec toutes les cartes. As de dame de cœur. Regarde, on va faire ça. 1, 2, 3. Deuxième dame. On va le faire comme ça avec... Alors, l'as de cœur, ce qui est bien, c'est qu'il va pouvoir déteindre sur l'autre. Il a déjà la couleur. On arrive à peindre comme ça la dame de cœur. Et puis enfin, le dernier, l'as de cœur. Alors, l'as de cœur, on va juste faire ce petit mouvement. 1, 2, on a... Alors, c'est dommage parce que maintenant, dans ton jeu, on va avoir plusieurs dames de cœur. Ce qui n'est pas cool. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste retourner comme ça. On a de nouveau nos 4 as qui sont là et pas de dame de cœur. Ce qui pose une question. La dame de cœur. Où est la dame de cœur? Bah oui. Ouais. La dame de cœur, elle est dans ma poche. Juste là dans ma poche. Ou alors, ce qui est encore plus cool, tu sais, c'est pas de mettre la dame de cœur dans ma poche, c'est de mettre les 4 as dans ma poche. Ça veut dire que dans ma main, depuis le départ, il n'y a plus qu'une carte et c'est exactement la dame de cœur. Bravo. Thank you. Vraiment, bravo. Bah écoute, Hicham, on n'aurait pas pu terminer sur une meilleure note. Honnêtement, c'est bluffant. Parce qu'en fait, il y a plusieurs tours dans un tour. C'est ça ce qui est drôle. Bah oui. C'est ça ce qui est marrant. Vraiment, bravo. Écoute, ça m'a vraiment fait plaisir. Bah pareil. Mine de rien, on a passé un petit moment ensemble qui m'a vraiment fait du bien. Bah pareil. Écoute, franchement, très, très heureux de t'avoir rencontré. Super. On se connaissait pas, mais on avait des amis en commun. On avait des amis en commun. C'est comme ça qu'on se rencontre. Et donc forcément, j'en attendais pas moins. Mais, écoute, mais vraiment c'était une agréable surprise et on se revoit très vite. Inch'Allah, avec plaisir. Si tu passes à Skerat à la plage, avec plaisir. Et honnêtement, j'ai envie de finir sur un jeu de mots un peu lourd. C'est magique. C'était magique. Et en tout cas, et juste un truc pour l'explication du tour que j'ai fait. Ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Ciao les gars, merci beaucoup. Salut tout le monde.